Bonjour à tous et marhaba de cette semaine en Turquie. Le ramadan a commencé et l'actualité politique a été plutôt calme cette semaine, ponctuée par l'apparition de nouvelles circonscriptions électorales. Côté opposition, on continue de débattre des noms des potentiels candidats appelés à affronter Erdogan. Cette semaine, la commission électorale a décidé de restructurer la répartition des députés à la lumière du nouveau projet de loi électorale turc. Selon le nouveau système, les provinces qui ont plus de 18 députés sont divisées en circonscriptions. Istanbul et Ankara auront donc 3 circonscriptions, tandis qu'Izmir et Bursa recevront 2 circonscriptions chacune. La première circonscription d'Istanbul obtient 35 députés, la deuxième circonscription 27 et la troisième circonscription 36 députés. À Ankara, la première circonscription obtient 13, la deuxième 11 députés et la troisième circonscription en obtient 12. Pour Izmir, ça sera 2 circonscriptions de 14 députés. Pareil pour la ville de Bursa, avec 2 circonscriptions de 10 députés chacune. Pendant ce temps, le populiste de droite et président du Parti Zafer, le Parti de la Victoire, qui tient un discours violemment anti-immigration, Ümit Özdağ, a annoncé que son candidat à la présidence pour 2023 ne serait autre que le maire d'Ankara, membre du CHP, Mansur Yavaş. Alors que Yavaş avait précédemment annoncé qu'il n'était pas concentré sur une course présidentielle, les agrégats de sondage le placent comme le favori pour gagner contre Erdogan dans un face-à-face. Erdogan, qui a reçu une réponse sévère du président tunisien Kais Saïdi. Ce dernier avait en effet été sévèrement critiqué par Erdogan suite à sa décision de dissolution du Parlement. Erdogan a déclaré que cette dissolution était un affront à la volonté de l'électorat tunisien. Le ministère tunisien des Affaires étrangères a répondu, je cite, « Nous sommes étonnés des déclarations du président Erdogan. Ces propos sont inacceptables. La Tunisie veut maintenir des relations étroites avec des alliés, mais ne peut accepter une ingérence dans sa souveraineté. » Ümit Özdağ est un politicien qui a créé son propre parti. Plutôt marginal dans les sondages, il est le porte-voix de la pensée violemment xénophobe et est connu pour partager des fake news. Mais cette fois-ci, il a annoncé soutenir la candidature de Mansur Yavaş, le maire populaire d'Ankara, lui-même ancien adhérent du parti d'extrême droite, le MHP. Ruşen Çakır revient sur cet épisode. Depuis lundi, le nom de Mansur Yavaş apparaît beaucoup dans les débats. Et pourquoi ça ? Normalement, l'opinion publique s'attend à ce que ce soit le CHP qui désigne le nom du candidat à la présidentielle. Donc c'est au chef du CHP, à Kemal Kılıçdaroğlu, de faire accepter à ses 5 alliés le nom du candidat qu'il aura désigné. Et une fois qu'ils auront accepté, ce candidat devrait représenter l'opposition pour aller affronter Erdogan. Mais actuellement, le seul nom qu'il a prononcé est le sien, Kemal Kılıçdaroğlu. Il a toujours expliqué qu'il était prêt à être candidat, mais avec une condition, que les autres alliés soient d'accord, qu'ils approuvent sa candidature, qu'ils la soutiennent. Donc on peut dire que la candidature à la candidature de Kemal Kılıçdaroğlu est d'une certaine manière officiellement déclarée. Mais il y a d'autres noms qui circulent, qui sont bien plus discutés que lui. Il s'agit par exemple d'Ekrem İmamoğlu et de Mansur Yavaş. Chacune de ces 2 personnes ont un profil spécifique, avec des similitudes et des différences. J'ai déjà fait des émissions où je les comparais tous les deux avec les forces et les faiblesses de chaque candidat. Mais là, je vais essayer de me focaliser sur Mansur Yavaş. Kılıçdaroğlu avait déjà expliqué qu'il ne voulait pas que les maires en fonction puissent devenir candidats. Et pour justifier ce refus, il soulignait que les maires des grandes villes ne disposaient pas de majorité à l'Assemblée municipale, et qu'en cas de démission du maire, eh bien, le nouveau serait élu par une assemblée pro-AKP, et qu'en conséquence, l'opposition perdrait ses mairies. Et il faut reconnaître que c'est un argument assez solide. Mais on pourrait aussi objecter que des élections municipales vont se dérouler quelque temps après les présidentielles, et qu'il y a de grandes chances pour que l'opposition reprenne ces municipalités. Toujours est-il qu'on sait que Kılıçdaroğlu s'oppose à ce que les maires deviennent candidats. Les enquêtes d'opinion montrent que Mansur Yavaş et Ekrem İmamoğlu
sont chacun en position avantageuse pour remporter la présidentielle, et ils le sont bien plus que Kılıçdaroğlu. Dans l'opposition, il y a donc une opinion généralement partagée qui consiste à dire que Kılıçdaroğlu est un candidat qui peut gagner et que Mansur Yavaş et Ekrem İmamoğlu sont des candidats qui vont gagner. À l'heure actuelle, il est indéniable que ces candidats ont un soutien populaire bien plus large que Kemal Kılıçdaroğlu. Pour ma part, je pense que ces candidats surpassent aujourd'hui Kemal Kılıçdaroğlu, ça d'accord, mais je ne suis pas sûr qu'ils gagneront de manière sûre une fois qu'ils deviennent candidats. Ça n'est pas garanti. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas garanti? Lorsqu'on regarde la situation aujourd'hui, on voit la chose suivante. İmamoğlu et Yavaş dépassent Erdogan, tout comme Kılıçdaroğlu d'ailleurs, mais avec une différence moindre. Mais aucun candidat n'arrive à remporter l'élection au premier tour en récoltant la majorité absolue, à savoir plus de 50% des suffrages. En conséquence, ce sont les électeurs du HDP qui doivent soutenir le candidat de l'opposition, soit au premier tour, soit au second tour. Ici, il faut souligner une spécificité du HDP. C'est un parti très intéressant qui dispose d'un électorat capable, à certains moments, de ne pas suivre les consignes de sa direction. Et la raison est l'extrême politisation de cet électorat. Donc, ils écouteront bien sûr les consignes de la direction, mais il n'est pas garanti qu'ils se comporteront conformément à ces consignes. La seule exception à ça, c'est Demirtaş, qui dispose toujours d'une forte capacité à influencer cet électorat. On se souvient tous de sa consigne qui avait dit « Prenez sur vous et allez soutenir les candidats du CHP face à l'AKP ». Cet appel avait été très largement suivi. En conséquence, l'élection de Mansur Yavaş ou Ekrem İmamoğlu ou Kemal Kılıçdaroğlu, chacun de ces candidats, et là en l'occurrence on s'intéresse à Mansur Yavaş, je disais donc que ces trois candidats ont tous une chance assez élevée d'être élus, mais pour ce faire, ils ont besoin des voix du HDP, du moins une très grande partie en tout cas, au moins au second tour. Imaginons un instant que la base du HDP boude les urnes au deuxième tour et ne soutienne pas Mansur Yavaş. À ce moment-là, les choses risquent de se compliquer énormément. Et la stratégie poursuivie par Erdogan jusqu'à maintenant a été d'accuser l'opposition de s'allier avec le HDP. En faisant ça, il espère activer les sentiments anti-HDP qui sont présents dans une partie de l'opposition. Et tout en diabolisant à outrance le HDP, il espère peut-être récupérer un peu les voix de la base du HDP, mais surtout, il espère que cet électorat ne se déplacera pas au second tour pour soutenir le candidat de l'opposition. Pour lui, si l'électorat du HDP reste à la maison au lieu de voter pour le candidat de l'opposition, il est évident que cela ferait ses affaires. Et on sait qu'il n'hésiterait pas à utiliser toutes les cartes dont il dispose pour ce faire, comme par exemple passer par Öcalan. Le fera-t-il ? Ça, on ne le sait pas, mais en tout cas, il pourrait le faire. Donc si Mansur Yavaş veut gagner, il a deux options. Soit engranger les voix d'une grande partie de l'électorat du HDP, soit récupérer une partie des électeurs d'Erdogan. Traditionnellement, l'on dit que Mansur Yavaş peut constituer un second choix pour les électeurs de droite qui votent AKP ou qui votent MHP, ces deux partis qui constituent l'alliance au pouvoir. Mais à vrai dire, je ne suis pas sûr que cela soit suffisant. Donc si l'opposition veut vraiment sécuriser sa victoire, outre le fait de vouloir gagner le soutien des électeurs du HDP, elle pourrait peut-être essayer tout au moins de ne pas leur faire peur. Et il ne me paraît pas très intelligent de se dire « de toute manière, il est impossible que les électeurs du HDP puissent voter Erdogan » et de penser que cet électorat est donc automatiquement acquis d'avance. Et donc, lorsque Ümit Özdağ dit « notre candidat, c'est Mansur Yavaş », je pense qu'en fait, cela désavantage ses chances. Je ne connais pas le niveau de soutien d'Ümit Özdağ et de son parti dans la société, mais je ne pense pas que c'est d'un niveau suffisant pour permettre à Mansur Yavaş de remporter le second tour. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que l'on peut facilement concevoir que lorsqu'une personne du profil d'Ümit Özdağ soutient Mansur Yavaş, il est clair que cela ne facilitera pas le vote de l'électorat HDP envers cette personne. Mais il y a une autre question. Est-ce que Mansur Yavaş veut être candidat ? Je l'ai déjà dit plusieurs fois et je le répète, Mansur Yavaş veut être candidat.
En tout cas, c'est ce que je crois savoir, qu'il veut être le candidat de l'opposition à la présidence de la République. Mais jusqu'à maintenant, sa stratégie a consisté à dire « Je suis pris par mon mandat de maire d'Ankara, je me focalise sur ça ». Et il ne formule rien qui pourrait laisser entendre son désir d'être candidat. En revanche, si toute l'opposition vient le voir en tant que candidat, qui serait le plus à même de gagner, et le lui propose officiellement, je pense qu'il dira « Oui, jusqu'à maintenant je me suis focalisé sur la mairie d'Ankara, mais je ne vais pas me défiler de mes responsabilités et j'accepte d'être le candidat de l'opposition ». C'est en tout cas ce que je pense, et je pense aussi qu'il a d'ores et déjà commencé à travailler en ce sens, même si ce n'est pas public. Parce qu'au bout du compte, il ne reste plus que un tout petit peu plus d'un an à la prochaine élection présidentielle, si bien sûr aucune élection anticipée n'est décidée entre-temps. Toujours est-il que ce n'est pas un délai lointain. Et si par exemple l'opposition décide dans 2-3 mois, 3-4 mois, de désigner Mansour Yavaş comme candidat, il devra aller très vite. Voilà pourquoi je pense qu'il se prépare déjà à cette éventualité. Et d'ailleurs, on pourrait aussi concevoir que son discours qui consiste à dire qu'il se focalise sur son mandat de maire d'Ankara, eh bien, ça représente aussi une manière de se faire de la publicité dans la perspective des présidentielles. Oui, mais quel genre de président ferait-il ? La réponse à cette question nous aidera par la même occasion à répondre à la question « Pourra-t-il être élu ?» Je pense que Mansour Yavaş, comparé aux autres candidats, dessine un profil de président un peu plus en hauteur des autres partis politiques. Et d'ailleurs, pour être maire d'Ankara, il a été candidat du CHP, ça oui, et il n'a jamais d'ailleurs renié son appartenance au parti. Mais il a surtout commencé par dire qu'il était le maire de tous les habitants d'Ankara, et ça c'est quelque chose de permanent chez lui. Il a aussi soigneusement évité toute prise de position politique au niveau national. Il n'a jamais protesté haut et fort face aux nombreux obstacles que le pouvoir a dressés devant lui. Par exemple, on n'a pas vu la posture frontale d'Imamoglu chez Mansour Yavaş. Alors oui, c'est vrai que Ekrem İmamoğlu a été bien plus attaqué par le pouvoir que Mansour Yavaş, mais n'oublions pas que lors de son élection, le pouvoir a clairement créé de toutes pièces des accusations ou a laissé faire d'autres types de machinations, des procédures judiciaires ont été lancées, et au final, ils n'ont rien pu trouver. Aujourd'hui, on peut dire que Mansour Yavaş n'est pas au centre des attaques du pouvoir, qui préfère se concentrer sur Ekrem İmamoğlu et Kemal Kılıçdaroğlu. Si Mansour Yavaş devient président, je ne pense pas que la base de l'AKP se sentira particulièrement inquiète. Si Yavaş devient président, les membres d'ailleurs de l'AKP ne se sentiront pas très inquiets. Il y a de bons côtés pour la Turquie et des mauvais à cette situation. La question est de réussir à maintenir un équilibre. Parce que là, il s'agit de clore un chapitre long de 20 ans. La question de la clôture de ce chapitre, la manière dont cette transition sera faite, le regard qui sera porté au passé, tout ça sera au centre du débat en Turquie. Si le pouvoir change de main, le choix des noms à la tête des ministères clés, de la haute fonction publique, ces choix seront déterminants. Ceux qui partiront et ceux qui viendront. Et bien entendu, la question se posera de savoir s'il y aura une sorte de chasse aux sorcières. Est-ce que certains dossiers classés seront rouverts ? Dans toutes ces questions, il apparaît que Kılıçdaroğlu ou İmamoğlu pourraient être bien plus fermes que Mansour Yavaş, qui semble être plutôt partisan d'une transition en douceur. La Turquie a battu un record depuis 20 ans, celui de l'inflation. L'Institut statistique de Turquie a annoncé les données de l'inflation pour le mois de mars. Selon les chiffres officiels, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 5,46% au mois de mars. L'inflation annuelle, qui était de 54,44% au mois de février, est passée à 61,14% pour ce mois-ci. Ce taux est un record d'inflation officielle enregistré depuis 2002. Mais il y a pire. Créé par des universitaires et économistes suite aux doutes sur les chiffres officiels fournis par les autorités, le groupe de recherche sur l'inflation, baptisé ENAG, publie ses propres chiffres. Selon ce collectif, l'inflation a augmenté, non pas de 5,46% au mois de mars, comme le dit l'Institut statistique de Turquie, mais de 11,93%, alors que l'augmentation annuelle était de 142,63% et non de 61,14%. Quant au détail des produits, selon l'Institut statistique de Turquie,
Les hausses les plus drastiques sont intervenues dans les transports, avec une augmentation de 99% au cours des 12 derniers mois. Viennent ensuite les prix des aliments et des boissons non alcoolisées, avec une hausse de plus de 70% l'année dernière, et en troisième, les biens ménagers, qui ont connu une hausse de 69%. Merci à tous de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.